Tout à l'heure, nous répondons à l'appel de l'Andalousie, à la frontière de l'Europe et de l'Afrique. Cette région d'Espagne a séduit bon nombre de Français partis s'y installer. Mais d'abord, allons à la rencontre de ceux qui ont fait de leur passion un métier. Archéologues, chefs d'orchestre, chocolatiers ou testeurs d'hôtels de luxe. Ces professions figurent souvent sur la liste de celles qu'enfants voulaient faire quand on serait grand. Ceux que vous allez rencontrer ont eu la chance de réaliser leur rêve de jeunesse. Mon métier de rêve, grand reportage de Laura Chemouni et Liane Sylvestre. RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1. Signore e signori, buon ascolto dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. Dans les Alpes italiennes, au nord de Milan, c'est encore une journée de rêve qui s'annonce pour Émilie. Là, on va dans un hôtel qui a ouvert il y a peu de temps, au bord du lac de Como. C'est un endroit chic, assez prisé des stars. Georges Clooney s'y est marié. Voilà, c'est très chic, très joli. À 36 ans, Émilie est testeuse d'hôtels de luxe pour une agence de voyage. Elle sillonne la planète en quête des meilleures adresses. Le but, c'est de voir l'hôtel pour pouvoir mieux le sentir, le proposer, voir ses atouts, comment il est, vraiment. De prendre un petit déjeuner, d'aller au restaurant, dîner ou déjeuner, voilà. Tout essayer. Dur métier. Dur métier. Ouais, dur métier. Mais si, quand même, parce qu'on s'est levé très très tôt. Mais il fait beau, on est en Italie, donc c'est très très agréable. Thank you. Bonjour. Bonjour. Merci. Je vous montre votre chambre. S'il vous plaît. Merci. Waouh. Donc je commence par la terrasse. Ouais. Parfait. Juste tirer. Waouh. C'est beau. Elles ont toute une terrasse comme ça? Oui, 30 chambres, Super. 30 terrasses. Il y a des rumeurs que la maison de George Clooney Ouais. est à la pointe de ce montagne. D'accord, ok. Vers les petites qu'on voit là-bas, en fait, c'est ça? Personne ne Mais voit. c'est une rumeur. Oui. Faut se renseigner. Hein. C'est un bonheur, quoi. Rares sont ceux qui ont la chance d'exercer le métier de leur rêve. Le métier qui les faisait vibrer lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils ont réussi à décrocher adultes. Enfant, Vincent voulait être... Une shot. 35 ans plus tard, il est un archéologue réputé. Il s'apprête à fouiller les terres siciliennes à la recherche d'un théâtre antique qui pourrait marquer sa vie. C'est quelque chose qui est venu en moi comme une évidence. Je ne suis pas capable de faire autre chose parce que je n'ai pas envie de faire autre chose. La petite Chloé, elle, ne rêvait que... De jouer de la musique. Aujourd'hui, elle est chef d'orchestre. Et pour vivre son rêve jusqu'au bout, dans quelques semaines, elle passera le concours du meilleur jeune chef d'orchestre du monde. Je pense que si on y croit vraiment, vraiment, vraiment comme j'y crois, ça devrait bien se passer. Jean-Luc, fils et petit-fils de pâtissier, ne pensait qu'à... Manger du chocolat. Le gourmand est devenu l'un des plus renommés sculpteurs en cacao de France. Il vient de recevoir une commande exceptionnelle. Il a 3 mois pour réaliser la sculpture monumentale du prochain salon du chocolat. Un obélix de 400 kilos. On sent là, il y a des odeurs. Hein. C'est une odeur qui me lasse pas. Enfin, Émilie Petite disait... Quand je serai grande, je veux voyager. Aujourd'hui, elle est testeuse d'hôtels de luxe et dans quelques jours, elle testera l'un des plus beaux hôtels du monde, aux Maldives. Je vais pouvoir profiter de quelques minutes au bord de l'eau, écouter les vagues avec le soleil. C'est un job de rêve. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchanté, Luis Émilie. Contreras, bienvenue au Serrano. Merci. On fait un petit tour de l'hôtel? On y va. Ok. Merci. Les testeurs d'hôtels des grandes agences de voyage sont souvent reçus comme des seigneurs. Ce matin, c'est le directeur en personne qui dévoile à Émilie les plus beaux atouts de son établissement. Donc ça, c'est la salle de restaurant. Oui. Et vous servez aussi déjeuner et dîner, donc. Déjeuner et dîner aussi. D'accord. C'est joli avec le cuisinier au fond. Oui, la lumière à 7 heures du jour, elle fait des reflets c'est très joli. extraordinaires.
Le directeur commence bien sûr par la chambre la plus grandiose. Un penthouse de 150 mètres carrés au dernier étage. On peut aussi louer tout l'étage. Donc on privatise tout l'étage et on bloque l'ascenseur avec la clé électronique. Donc ici, on est dans le penthouse numéro 1. C'est très beau, c'est très grand. Ouais. Et ici, on a l'excellente vue du lac. Quand elles sont grandioses comme ça, c'est waouh quand on arrive. Là, on est sur la catégorie la plus haute, donc la plus grande. La plus jolie, c'est très beau. Très, très beau. 3 000 € la nuit pour cette chambre ou encore 8 000 € pour l'étage complet. J'ai envie de faire le tour pour voir un peu. Donc ici, on a la chambre principale avec une très belle vue du lac. C'est la classe quand même. C'est super beau. Est-ce que les personnes comme Émilie, vous les choyez, vous les recevez comme des princesses? Oui, c'est important de les recevoir bien et surtout qu'ils arrivent à voir un petit peu le produit. Comme ça, ils peuvent les expliquer à leurs clients et on espère qu'elles font venir leurs clients et qu'on peut les accueillir ici. Quand on aura une demande sur un séjour moyen courrier, automatiquement, si on l'a aimé, on va tout de suite y penser et le proposer. Avec certains de nos clients, on va leur en parler. Voilà, je reviens d'un repérage, j'ai vu tel hôtel, il est top, il faut aller essayer. On va le mettre en avant aussi en faisant des newsletters. On va essayer de le pousser sur notre site internet. C'est le réflexe en fait d'avoir aimé un endroit et d'avoir envie de le pousser pour que les clients soient contents. Le directeur n'a que 48 heures pour séduire Émilie. Il sort maintenant le grand jeu. On a choisi une pierre, comme vous voyez, semblerait, on ne voit pas où la piscine finit ou où commence le lac. Donc c'est une pierre verte naturelle qui se combine très bien avec les lacs, que c'était un peu l'idée. Et ici, on voit la petite Armada du Sereno. Donc, très mignonne. Dans les 3 bateaux. Il y en a 2 petits bateaux qu'on peut louer à nos clients sans permis. D'accord. Et on a le grand bateau. C'est un peu comme si c'était un limousine, ça s'appelle la Vaporina. Vaporina. Une croisière sur le lac de Côme. Impensable pour Émilie de ne pas la tester. Je vais évidemment parler des croisières sur le lac. Ça fait partie de la destination, c'est hyper important. Et parler du bateau, parler des 2 autres petits bateaux qu'on peut conduire sans permis. Je pense que c'est assez rigolo. Et faire un petit tour sur le lac, je pense qu'on a tous envie de faire ça. J'ai beaucoup de chance parce que je le fais, on me l'offre évidemment, on m'offre toujours ces activités super sympas, parfois extraordinaires. Et évidemment, ça a un coût pour les clients. Donc oui, j'ai de la chance, il y a encore des souvenirs, encore des choses à raconter. Ça fait partie des belles choses de mon métier. On est des testeurs profiteurs. 2 jours sur place pour tout tester. Croisière, restaurant, découverte des villages alentours. Alors, job de rêve? Sans doute, mais encore faut-il aimer voyager à un rythme effréné. Ce qui est fatigant, c'est de se lever très tôt et on est sollicité toute la journée parce qu'on veut rien rater, on veut tout voir, on veut tout essayer, on veut tout faire. Et donc évidemment, ça fait des journées un peu chargées. Et donc ce qui fait de cette expérience un peu un rêve, c'est que j'ai toujours un moment en fait où je ne fais plus rien. Et mon patron sait évidemment que j'en profite. D'ailleurs, il m'a envoyé un petit message avant de partir et il m'a dit « Bon courage, je sais comme c'est fatigant », 3 petits points avec un smiley signifiant évidemment que c'est fatigant, mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon de faire ça et c'est un job de rêve. Voilà. Dans quelques semaines, Émilie s'envolera aux Maldives pour tester l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Depuis 15 ans, Jean-Luc, lui, voyage dans un autre monde, celui du chocolat. C'est un plaisir de revoir cette tour Eiffel, surtout que je ne la vois pas si souvent que ça. Il y a un petit peu de casse en bas, là. Ça, je vais réparer ça. Alors là, j'ai quelques pièces de rechange pour réparer. Jean-Luc crée des sculptures monumentales et ses œuvres les plus importantes, il les expose tous les ans au Salon du Chocolat. L'an dernier, il a réalisé cette dame de fer de 300 kilos, tout en cacao. Là c'est que du chocolat noir. J'en suis fier parce que d'autres chocolatiers ont fait la tour Eiffel. Il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Simplement, il n'y en a pas eu qui ont été faites aussi détaillées que ça. En respectant les plans d'Eiffel, parce que j'ai travaillé avec les plans d'Eiffel.
Tandis que des fois, on fait le chef-d'œuvre d'une carrière, mais pour moi, c'est ce que je considère mon chef-d'œuvre, quoi. La plupart des œuvres de Jean-Luc sont exposées au musée du chocolat à Paris. Je vais juste en mettre comme ça, puis après, je vais coller les morceaux. Ouais, alors, du coup, Et régulièrement, avec l'aide du chocolatier de l'établissement, il rafistole ses sculptures. Tu peux me la couper net, en taille là et en taille ici. Faut pas avoir peur d'en manger en passant. Hein. Y a aucun problème. Hein. Non, puis là, je manque un peu de tonus, alors mange du chocolat. Combien t'en manges par jour du chocolat? 3 à 4 kilos, non? Non, très peu. Bon, je vais dépoussiérer un petit peu. Ah bah, je la chouchoute parce que elle le mérite. C'est mon bébé. Cette année, une grande marque de chocolat lui a passé une commande exceptionnelle. Il a 3 mois pour fabriquer un célèbre personnage de bande dessinée. Et rien de mieux pour s'inspirer qu'un repérage grandeur nature. Bonjour. Chez les Gaulois. Ouais, oh, ça va. Ouais, mais bon... Ah ouais, Gaulois, moi. Et Obélix, il est là-bas? Ah, il faut que je le rencontre, hein. Ah ouais. Ah, on y va. D'accord. Alors là, le chef m'amène voir Obélix. Je suis pas dans les mains de n'importe qui, là. Hein. Allez. Merci. Ah, ben le voilà. Ravi de vous rencontrer. Obélix. Ah ouais. Ah, d'accord, c'est un langage... D'accord, ça veut dire que je vais le reproduire en chocolat. Voilà. C'est bien 1m90. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? En comptant le casque. En comptant le casque. En comptant le casque. Ah ouais. Alors, déjà comme ça. Voilà. Le nez. Ah ouais, alors là... Ça, je vais avoir du boulot là-dessus, hein. Et une main. Je ferais voir une main. Ah ouais. Là, tu prends ça dans la figure. Ça rigole pas, hein. Et les pieds, on pourrait croire que c'est du chocolat. Hein? Faut m'aider, le chef? Là, ici. Voilà. Voilà. Là, on est sur 2,78. On va la prendre là. Là, j'ai 2,78, 2,30. Et là, ben, je suis à 3 mètres, 3,40 m. Waouh! Oh, bah, t'as perdu un petit peu, hein? Pas beaucoup, hein? Ah ouais? Et je me dis qu'il va me donner beaucoup de travail. Parce que refaire cette taille-là en chocolat, hein? Allez, au revoir. Là, je me rends compte, et en particulier de profil, il est aussi large que de face. C'est une autre dimension, quoi, parce qu'il n'y a rien qui gêne, là. C'est vraiment les bras et le tour du personnage. Donc je me dis, ça va être quand même costaud, parce que vu le volume, ça m'amène à voir les choses autrement. Jean-Luc doit fabriquer un Obélix géant, accompagné d'Astérix et d'Idéfix. Une œuvre qui sera cette année la mascotte du Salon du Chocolat. De l'autre côté de la Manche, c'est sur une œuvre bien différente que travaille Chloé. One more time, encore une fois, le final, première symphonie. From Your Entrance, à partir de l'entrée de James. Ta-ta-ta-tam, pom-pom-pom. 1 and 2. Cette jeune chef d'orchestre française s'est installée à Londres. Dans 2 heures, elle dirigera un concert. Non, ça va. Maintenant, basson. Ça va. Intervalle un peu résonante. Ok, very good. Ok, thank you. That's good. Manu, à la fin du premier mouvement, il y a un accent que je veux vraiment entendre. Ça, c'est du tonnerre. Ok. À 28 ans, Chloé exerce ce métier depuis 5 ans. Elle est l'une des plus jeunes femmes chefs d'orchestre, dans un univers composé à 95% d'hommes. Moi, je prépare mon vêtement ma tunique, en fait, de concert. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit froissée. Je
vais la mettre sur un cintre. Et là. Le but pour moi, c'est de ne pas ressembler à un homme en fait. Donc elle est plutôt élégante. Elle est féminine parce que je trouve que le dos est quand même pas mal. Enfin, en fait, ça permet d'avoir du mouvement. Et puis surtout, ça couvre bien les fesses. En tout cas, c'est pas moulant quoi. Et moi, c'est important que les gens ne regardent juste pas les fesses, mais vraiment écoutent le concert et regardent tout le monde et pas que cet endroit du corps. Donc c'est important. Donc je vais aller la mettre et puis je vous retrouve tout de suite. Ok. Ce soir, dans cette église, Chloé mène à la baguette un orchestre de 40 musiciens. Le lendemain, nous retrouvons la jeune femme dans sa petite maison, en banlieue de Londres, et toujours en musique. Je regarde une vidéo sur YouTube juste pour m'inspirer sur différents chefs d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui doit anticiper tout. Et l'orchestre réagit par rapport aux gestes. Ce métier, Chloé en a toujours rêvé. Donner vie à la musique en faisant danser ses mains. Là, la musique est beaucoup plus piano, en fait. Donc le geste est petit et un grand geste parce que la musique est forte. Alors, on est toujours dans le thème un peu masculin, là. Et on arrive au féminin. Très léger. Et il s'amuse. Là. Ça me fait rêver, ça m'inspire. On a un groupe de 100 personnes, c'est impressionnant quand même. Et le seul langage qu'on a, en fait, on peut juste ne pas parler et juste, voilà, juste faire de la musique ensemble. C'est incroyable, quoi. C'est ça qui fait rêver. Dans 10 jours, Chloé quittera Londres pour participer à un concours qui pourrait changer sa vie. Le concours du meilleur jeune chef d'orchestre du monde. Chloé, France. Dans un instant, Chloé va être confrontée au meilleur jeune chef d'orchestre du monde. Et la Française va tout donner. C'est peut-être le concours de ma vie. Si je le gagne, je n'en ferai pas d'autres parce qu'on a une très belle carrière qui s'ouvre. Quant à Vincent et Michaela, ils vont commencer leur fouille en Sicile. Et dès les premiers coups de pioche, ils vont avoir quelques surprises. Oui, des sépultures d'enfants ou bien une sorte d'urne funéraire. Vincent a lui aussi fait de sa passion une profession. Tout a commencé ici il y a 20 ans, à l'hôtel des ventes de Drouot. Je suis assez sensible, c'est que j'aime bien toucher, j'aime bien sentir. Et c'est que même quand je fouille jamais avec des gants. Moi, voilà, c'est le contact immédiat, l'émotion immédiate avec l'objet qui invite à la caresse. Oui. Donc effectivement, il y a une certaine sensualité. Ouvrir un tiroir, voir une imperfection, voir au contraire quelque chose qui... Ah, ça y est, ça c'est un élément qui fait écho en moi et qui retient mon attention. Allez, ça c'est extraordinaire, ça. Adolescent, Vincent passait son temps libre ici. Il imaginait les histoires vécues par ces objets anciens. Je reviens un petit peu avec nostalgie sur ce lieu. C'est vrai que c'est un lieu qui m'était familier, voire même très, très familier. Et donc là, c'est un peu comme une sorte de pèlerinage. Je reviens un petit peu sur mes pas. J'étais un amoureux des objets. Et puis progressivement, finalement, j'ai un peu changé, puisque c'était plus l'objet pour l'objet qui m'intéressait, mais c'était l'objet dans son contexte. Et c'est pour ça que, inconsciemment, le métier d'archéologue, en fait, a surgi en moi. C'est-à-dire, voilà, mais cet objet, il est là, il est dans une vitrine, mais avant, il était où? Avant, il appartenait à qui? Dans un mois, Vincent partira pour des fouilles exceptionnelles en Sicile, à la recherche de vestiges antiques. Pour préparer ce voyage, une fois par semaine, il retrouve à la Sorbonne son équipière, Michaela.
Oh, salut. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Écoute, super, en pleine forme. Je t'attendais. Prêt pour voir les cartes ensemble? C'est parfait. Donc j'ai des photos du site et toi, tu as les photos des prospections. Bon, mais génial. Donc en mars, on a donc pu faire cette prospection avec la caméra thermique sur un drone. Ouais. Et donc on a des résultats qui sont très intéressants. Ça c'est super. Alors donc ça c'est le théâtre. Enfin ouais. Là tu dis un mot le qu'il ne faut théâtre. peut-être pas dire. Le fameux théâtre. Un théâtre. C'est avec ce rêve en tête que le maire d'une petite ville au nord de la Sicile a missionné Vincent et Michaela. C'est le maire qui attend qu'il y ait absolument un théâtre et qui pense déjà à quel spectacle il peut organiser dedans. Mais nous, on essaie d'être prudents pour ne pas le décevoir, pour ne pas décevoir les gens, au cas où il ne s'agirait pas d'un théâtre. Mais en réalité, cette cavité n'est pas naturelle. Et en nature, n'existe pas quelque chose de semi-circulaire, très précis, avec un changement des courbes de niveau à 1 mètre. On a cette cavité, on a ces gradins. Et un autre, alors après, que ce soit un théâtre, ce seront les fouilles qui permettront de le savoir seulement. Donc là, on a hâte d'aller pour aller fouiller, effectivement. C'est toujours un moment exaltant parce que voilà, c'est l'aboutissement de tous ces mois de recherche, de collecte d'informations. Voilà, on est plutôt enthousiaste à l'idée effectivement de repartir à la découverte voilà, d'un site important. Dans un mois, les deux archéologues partiront en quête de ce fameux théâtre antique. S'ils le trouvent, ce sera une découverte majeure pour le pays. Parce qu'il y a quand même une énorme superficie. À Versailles, Émilie est aussi en quête permanente de découverte. Mais ce qu'elle cherche, elle, ce sont des adresses d'hôtels confidentiels et luxueux. On va partir sur de la Tanzanie parce que s'ils veulent vraiment pas de ville, le passage un petit peu au Cap, je vois vraiment pas l'intérêt de rester sur de l'Afrique du Sud. Donc on va leur faire un vrai safari avec une superbe extension Zanzibar, avec un hôtel bord de plage. Okay. Envoie le mail au bureau, bloque les vols. Je crois qu'ils sont en classe affaires, regarde dans le dossier et c'est parfait. Ça tout de suite. Vas-y, c'est parti. Ici, on fonctionne comme une agence de voyage traditionnelle, sauf qu'on est un peu plus, c'est un peu plus privé. On est spécialisé sur aucune destination en particulier parce qu'on fait absolument tout. On ne dit jamais non. Alors on a quelques petites adresses confidentielles et on essaye vraiment de trouver le petit endroit qui va faire la différence et qu'on ne peut pas trouver ailleurs, qu'on essaye de ne pas trouver chez les autres. Du haut de ses 36 ans, Émilie a déjà dormi dans les plus belles chambres du monde. Écoute, je t'appelle, je t'en avais déjà parlé. J'aimerais bien aller voir l'Amou aux Maldives. Voilà. Écoute, je vais regarder ça avec grand plaisir. Ça va arriver dans un contexte absolument unique. Tiens, c'est vraiment un endroit unique. Je reviens vers toi dans les meilleurs délais. Compte sur moi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Passer juste un petit coup de fil et d'avoir des places qui vous attendent dans un des plus beaux hôtels du monde, alors qu'il y en a qui économisent pendant une année entière. C'est assez extraordinaire de pouvoir appeler et de savoir qu'on va nous dire oui et de se dire je suis en train de m'organiser 2 nuits aux Maldives. Voilà. C'est hyper, hyper pro et tout. Je me dis attends, faut que je mette mes vols, faut que je prévoie. Et puis à un moment donné, je vais retourner à mes petites besognes, je vais travailler. Puis là, je vais me dire ah, chouette, je serai aux Maldives dans 2 semaines pendant 2 nuits, ouais, stop. La brochure. La semaine prochaine, Émilie s'envolera au cœur de l'océan Indien pour tester une adresse prestigieuse qu'elle souhaite proposer à ses clients. Comme chaque mercredi, Jean-Luc garde son petit-fils Zion. Et pour l'occuper, il a une activité imparable. Zion, tu veux venir faire du chocolat? Oui, je veux bien. Allez, viens, mon petit père. Alors, attends, on va chercher une toque, parce que faut que t'aies l'air chocolatier, hein. Waouh. Tiens. Regarde. Comme ça. Tu me rappelles, moi, quand j'étais tout petit avec mon papa. Mon papa? Ouais, mon papa à moi. Alors, regarde, le chocolat, il est prêt. Tu veux goûter? Oh, bah tiens, goûte. C'est bon, hein? C'est bon? Attends, mon petit père, parce que là, tu vois... Oh là là, t'en as déjà plein partout. Quand il parle de Pépé, c'est Pépé Chocolat. Et en plus de ça, c'est vrai que moi, j'ai eu le même parcours avec mon père. Et puis,
il y avait toujours une odeur. Et si ça se trouve, il aura cette odeur de chocolat plus tard, quand il rentrera dans une chocolaterie. Ça devrait lui rappeler son grand-père. Alors maintenant, tu vas faire comme moi. La crofelle. Ouais, mais en petit. Vas-y, prends-en du chocolat. Voilà, mets dedans. Ouais, super. Voilà, très bien. Il s'applique, hein. Oh, pardon. Bon, c'est pas grave. Allez, on ferme. On va mettre les petites pinces. Comme ça. Ça tient bien? Oui. Bon. Allez. Attends, on n'a pas fait. Bravo. Après cette parenthèse gourmande, Ah, il a klaxonné. le temps est maintenant venu de travailler. Salut Bruno. Ça va? Ouais. Bon alors, il y a combien là-dedans? Je t'ai ramené une centaine de kilos à peu près. Pas plus? Non. On aura d'autres un peu plus tard? Ouais, tu auras le reste après. D'accord. J'ai déjà emmené ça. Il y a les 3 couleurs? Ouais, On va poser là-dessus. En fait, ce sont des chocolats qui sont en vrac. C'est des chocolats de Pâques, hein, donc qui sont encore très bons par contre en qualité, mais qui ne sont plus, destinés à la vente, quoi. Pour la refonte, il n'y a aucun souci. On peut goûter en passant. Allez, c'est le premier de la journée. Ah ouais. Carrément des poules, là c'est du quadrille. Là. Dommage de faire fondre ça. Ouais. Mais bon, ça me gêne pas du tout d'avoir des couleurs. Ça peut me permettre d'obtenir des nuances en fonction du futur personnage, future création. Où là, je vais utiliser un peu un camailleux de foncé, de plus clair, couleur caramel un petit peu. Mais là, c'est bien parce qu'il y a vraiment de tout. Jean-Luc, bon courage. Salut. Bon courage. Salut Jean-Luc. Bon, là maintenant, je le prends tel que. Hein. Je vais le mettre dans mon bac. Là, plus j'ai de petits morceaux, et plus vite il va fondre. Jean-Luc va pouvoir enfin donner vie à son Obélix. Cet œuf, ça va être le ventre d'Obélix et le dos, puisque en fait, de profil, il y en a autant devant que derrière. On le voit bien ici, hein, vous voyez. De face, bon, il est bien bedonneux, bien redouillard. Quand on le regarde de profil, c'est exactement la même chose. Ensuite, je ferai les pieds et j'aurai les bras à faire, la tête. Ça, c'est la partie la plus délicate en termes de volume et de poids. Je remplis la baignoire de chocolat et là, je fais une couche fine. C'est pour avoir quelque chose de régulier au démoulage. Alors là, ça a l'air de rien, mais ce que je fais là, je vais le faire une dizaine de fois quand même. Hein. C'est pratiquement de la peinture. Et couche après couche, on va finir par avoir une épaisseur. Pour pas que ça soit trop lourd, parce que je pourrais le remplir aussi. Mais là, il ferait 500 kilos, mon truc. J'ai utilisé des coques comme ça de chocolat. Et je vais après une dizaine de couches, là, je vais commencer à les plaquer dans l'épaisseur, l'autre par-dessus, et puis ainsi de suite. Et ça me fera quelque chose de solide et plus léger. Plus de 400 kilos de chocolat seront tout de même nécessaires. Jean-Luc a 3 mois pour réaliser un Obélix parfait et l'exposer au Salon du Chocolat. Le compte à rebours est lancé. À Besançon, un autre décompte a lui aussi commencé. Le concours du meilleur jeune chef d'orchestre débute demain, l'un des plus sélectifs du monde. Tous les ans, Blandine et son mari jouent les familles d'accueil. Et cette année, ils reçoivent Chloé. Voilà, Chloé. Bon, bah, Tina, santé. À ta bienvenue. Ouais, merci. Bienvenue à Besançon et puis bonne chance pour... Voilà. Bon, alors, en espérant que toutes ces épreuves... Un bon déroulement. Ouais. Et t'as pas l'air trop stressée, donc c'est bien ça. Ouais, ça va. D'aller toute seule sur le lieu du concours, c'est lourd déjà, quoi. Donc si j'ai du soutien, c'est sympa. Ah, on est à fond derrière Chloé. Ouais. 270 candidats du monde entier ont postulé.
Seuls 20 ont été retenus, dont 6 Français. C'est déjà une victoire pour Chloé. Demain, c'est la première épreuve du concours. C'est peut-être le concours de ma vie. Si je le gagne, je n'en ferai pas d'autres parce qu'on a une très belle carrière qui s'ouvre. Et ça, c'est génial, quoi. C'est super. Ouais. De toute façon, là, on est dans les temps, on n'est pas en retard. Non, on n'est pas en retard, on est hyper en avance. Là, il y a du monde, Le lendemain matin, c'est le grand jour. Chloé arrive au théâtre de Besançon pour la première épreuve du concours. Ah oui, ça va. Ça va, vraiment. Ça va être stressant juste avant. Très calme. Bonjour. Et c'est Chloé. Ouais. Ça lui donne un petit cadeau. Un petit cadeau. Un autre cadeau, j'ai eu plein de cadeaux. Ah, merci. Ah, merci. Des candidats. Vous pouvez vous installer. Ok. Ouais, il faut qu'on y aille. Ouais. Ok. Chloé, van Sotterstedt, France. Enchantée, merci. Bonjour. Alors, chiffre 33, s'il vous plaît. Le maestro n'a que 15 minutes pour se démarquer et elle ne connaît pas le groupe de musiciens. Merci. J'étais contente, ouais, très contente. Il y a une bonne énergie, l'orchestre répond bien, l'écran ne nous perturbe pas trop. J'étais à fond dedans, je suis très contente. J'ai hâte d'être ce soir et qu'ils me disent que je suis en demi ou en quart ou je sais pas quoi là. C'est ma famille. Merci. Bonsoir. Bonsoir alors, Chloé. Je me suis bien sentie, hein. Oui. Ouais, je me suis bien sentie. T'es contente? On voyait le jury, c'était la première fois, on voyait les réactions, tu vois. Ah oui, et alors? Ah ouais, bah ici, ils parlaient et on voyait que c'était plutôt positif. Ouais, ok. Bon, on verra. Ah oui, d'accord, c'est la pause. Après 5 heures d'attente, les candidats sont convoqués pour l'annonce des résultats. Stress is coming back. That's the thing I don't like about these sort of events, is that you get really stressed before you do the thing. Yeah. And then you're like, oh. And then, you have to I was get really so stressed tired again. after that. Yeah. And then, it's peak of stress. Le jury a délibéré. Ne soyez pas découragés si vous n'êtes pas retenu ce soir. Continuez à faire de la musique le mieux que vous aimez le faire et je suis sûr que vous réussirez. And now it's time to find out who we will see. Oh my God. Monsieur Ivan Demidov. Mademoiselle Chloé van Sotterstedt. Et c'est gagné pour Chloé. Ce soir, ils ne sont plus que 12 candidats encore en lice. Je suis super contente. Bon, c'est qu'une première marche, mais il en reste beaucoup d'autres. Mais je suis très, très, très excitée et très hâte d'être demain. Si je suis éliminée pour le deuxième tour, je serai très, très frustrée. Demain, Chloé devra donner le meilleur d'elle-même. Si elle est sélectionnée pour les demi-finales, elle pourra rencontrer des agents. La clé pour faire décoller une carrière à l'international. La carrière de Vincent, elle, est déjà bien tracée. Mais aujourd'hui, il pourrait faire une découverte décisive pour l'histoire de l'Italie. Et ça là, c'est la numéro? Ok. Ici, on essaie donc d'atteindre la couche blanche, hein, poursuivre la poursuite du mur. Et puis là, bah oui, bon, voilà. L'idée, c'est de faire un trou, d'avoir suffisamment d'espace. Nous sommes sur le site d'Alaesa, près de Palerme en Sicile. Vincent dirige le chantier avec l'aide de ses étudiants en archéologie. Je me demande si on n'a pas un bout de morceau.
Est-ce que le mortier vient suivre? Il y a ça qui a pété, j'ai l'impression qu'on a deux... Ah oui, voilà. Ah ben c'est de la tesselle, ça. Oui, c'est de la tesselle collée au mortier. Donc si on pouvait le conserver, ce serait pas mal. Bon. Je monte sur l'acropole. C'est un métier de passion. D'une passion dévorante, d'une passion qui vous fait le réveiller le matin en pleine forme, avec plein d'idées dans la tête, avec plein de projets dans la tête, avec des projets de restitution, de réalisation, de fouilles. Enfin, c'est quelque chose qui vous met de la baume au cœur, en fait. Voilà, on arrive sur l'acropole, sur le deuxième secteur, le secteur le plus haut, celui qui a la vue la plus belle. Parce que là, on a la vue sur la mer, on a la vue sur les deux villages, Touza et Castel de Touza. Alors là, comment va? Micaela, sa coéquipière, fouille le sommet du site. Et il semblerait que la terre commence à révéler ses secrets. J'ai décidé d'avancer un peu vers l'est. Ah oui, extraordinaire. D'accord, super. Tu vois, c'est une... Oui, des sépultures d'enfants ou bien une sorte d'urne funéraire. Alors ça, c'est la nouveauté. Est-ce que c'est justement une sépulture d'enfants où on cassait en fait la jarre pour faire rentrer l'enfant à l'intérieur? Après 3 semaines de fouilles, c'est la première fois qu'un vestige en si bon état sort de terre. Une jarre vieille de plus de 2300 ans. C'est une pratique récurrente dans l'Antiquité classique grecque et romaine. Il avait l'habitude d'ensevelir les enfants, même des fœtus, dans des vases. De le remettre dans la jarre, c'est aussi le remettre dans le ventre de la mère. Et ce cocon, voilà, c'est une jarre. On est dans la volonté de concevoir un écrin pour l'individu, pour l'éternité. Donc on en prend soin. C'est émouvant. Ce sont des petites victoires, des petites joies en fait. Hein, des petites victoires parce que voilà, à partir du moment où on commence à comprendre, on est vraiment heureux quoi. Hein. C'est vrai. La mission archéologique s'achève dans 2 jours. Et le sujet qui préoccupe le plus Vincent, c'est le fameux théâtre en contrebas pour lequel il a été missionné. Pour l'instant, il n'a rien trouvé. Alors les éléments qui nous font penser à la présence d'un théâtre, c'est d'abord, on est face à la mer, les vents dominants, donc c'est-à-dire que pour l'acoustique, la voix des acteurs était portée jusqu'ici. Et donc on part d'intuition, on part d'observation. Et puis ce qui nous manque, bien évidemment, c'est les évidences archéologiques. Et puis maintenant, il faut creuser. Hein, il faut avoir justement ces évidences. Si on découvre un théâtre, ça serait une grande découverte. Une découverte majeure pour la région. Vincent parcourt le site plusieurs fois par jour pour guider ses étudiants et vérifier l'avancée de leurs fouilles. Hop là. Bon, je vais me tenir à la corde comme ça. Hop. Alors là, comment il va? Oh. Aïe, 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 aïe. Il faudrait choper le rocher plus haut, quoi. Parce que là, ça plonge vraiment ou c'est un effet de fouille? Non, pour l'instant, là, il a la roche et après, ça s'arrête net et c'est du remblai. Ah oui, c'est ça. Non, entre deux, là où il a ses pieds. Les étudiants ont déjà creusé à plus de 3 mètres de profondeur, mais aucun élément concret ne prouve la présence du théâtre. C'est un bon exemple de la patience de l'archéologue, puisqu'on arrive à la 3e semaine, et après avoir descendu plus de 3 mètres donc de profondeur, il y a encore plein de points d'interrogation. Bon, voilà. Il reste encore 2 jours à Vincent et Micaela pour peut-être découvrir le trésor que toute la région attend. Couche après couche. Couche après couche. Strata dopo strata. Le mystère du théâtre de l'Aïsa. Émilie, elle, ne va pas avoir à gratter longtemps pour découvrir une petite pépite en plein milieu de l'océan Indien. Là, c'est vraiment la route vers le paradis. Vraiment, vraiment. Donc on a 4 gradins, on a la taille en gradin, et puis l'orientation vers la pente. Donc ces 4 éléments, avec l'orientation, font que oui, voilà, il y avait quelque chose ici. Donc ça sent très bon. Dans un instant, Vincent et Micaela vont découvrir beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient. Et aux Maldives, vous allez comprendre pourquoi, malgré la fatigue, le métier d'Émilie fait rêver tous ses amis. Après 15 heures de vol, Émilie arrive enfin sur une petite île privée au sud des Maldives.
Welcome to Xanta's. Good evening. Thank you. Please feel comfortable. Alors, bienvenue chez vous. Merci. Ah ouais, c'est top. Alors, je vais vous montrer le salle de bain. Il est tout en extérieur. Super. Et ça, c'est la douche? Ça, c'est la douche. D'accord, génial, c'est beau. Alors ici, nous avons une baignoire en verre, que vous pouvez voir les poissons aussi. Ah, mais j'avais pas vu. Ah, c'est superbe. On prend un bain ici en regardant l'océan. Ah, c'est génial. Et la vue est splendide. Et la piscine, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, nous avons votre balcon. Il y a des escaliers directement dans l'eau. Plouf. D'accord. Super. Ah, voilà un poisson grand. Oh, combien ouais. grand. Aïe, aïe, aïe. Ah, deux. Et c'est encore plus joli que sur les photos de voir la villa pour de vrai. Parce que je la connais bien quand même, je la connais bien sur photo, sur plan. Il en faut beaucoup pour vous émerveiller. Et top. Non, je suis juste critique en fait parce que je fais mon travail, mais je crois qu'elle a l'habitude, elle le sait, à force de voir d'autres testeurs d'hôtels aussi. Et vous savez qu'on s'extasie pas forcément à chaque fois parce qu'on fait notre travail, on est critique, on analyse, on regarde. Mais évidemment, c'est splendide. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Ça, c'est absolument extraordinaire. Émilie ne dormira que 2 nuits dans cette chambre à 4 000 $. Mais pour les testeurs comme elle, la chambre est offerte. Ce matin, température extérieure 38 degrés et 39 dans l'eau. C'est trop bien. Conditions de travail optimales. Au programme, activités sportives. Spa. Et bien sûr, restaurant. So it's Vietnamese food. Yeah, Vietnamese food. Right? Thank you. So I'm gonna have the spring roll as a starter, and then I'll try the mahi-mahi, the fish. Le restaurant est super important parce que bien manger dans un hôtel, c'est hyper important. Vraiment, vraiment. On peut avoir des plaintes, des retours de clients qui reviennent et qui me disent « Émilie, c'était top, ils sont tous très gentils, mais on mange pas très bien. » Ça, c'est pas bon, du tout, du tout. Et puis, le budget est important, donc il faut que ça suive. Et le déjeuner et le dîner font partie des meilleurs moments de la journée. Thank you. Le trésor des Maldives, c'est avant tout la plongée. Là, c'est du pur plaisir que de faire du snorkeling, évidemment. Parce qu'on n'en fait pas partout. Et encore moins quand on travaille. Enfin, si, lui, oui. Mais moi, non. C'est aussi un peu parler le même langage que nos clients. C'est une part assez importante d'un voyage aux Maldives pour certains, parce que les fonds marins font partie des plus beaux dans le monde. Et moi, je voudrais voir la Nemo. Voilà. Les petits Nemo, ce serait bien. We're just going to head to that direction, and once we pass that post, we're going to turn right and then slowly swim along the reef. Okay. Et après des endroits comme ça, est-ce qu'on n'est pas un peu blasé? On pourrait se dire qu'on est blasé quand on est un peu spécialiste du voyage comme ça, de luxe, de charme. Mais on pourrait me demander qu'est-ce que le luxe? Moi, parfois, le luxe, c'est de pouvoir finir tôt et puis partir à 5h30 et aller chez ma nounou et aller chercher mon bébé et rentrer à la maison. Et ça, c'est du luxe parce qu'on n'a pas le temps de faire ce genre de choses, parce que comme tout le monde, on travaille. Donc le luxe, c'est ça pour moi. Avant de rentrer en France retrouver son bébé, Émilie inscrira sans grande peine ce nouvel hôtel dans son catalogue. À Paris,
Jean-Luc, lui, s'apprête à inscrire une nouvelle œuvre chocolatée à son palmarès. Là, il est là. Près d'1 million de personnes découvriront à partir de ce soir sa nouvelle sculpture. Ça s'organise bien, on est dans les temps. Je me dis qu'il n'y aura pas de casse. J'attends avec impatience que le haillon descende pour constater. Les œuvres, lourdes et fragiles, ont parcouru plus de 100 km à bord de ce camion. Après 3 mois de travail, Jean-Luc espère ne pas les retrouver en morceaux. C'était sur la route, Paul? T'as pas eu à freiner, personne t'a fait peur, il n'y a pas eu un chat noir qui a traversé. Déjà, mes palpitations diminuent. Voilà. Alors, voyons voir ça. Oh! Il est beau! Impeccable! Bon, ça va. Il a été sage. Et Obélix? Allez, viens là, Pupus. Eh, on peut mettre combien là-dessus? Oui. Combien? 400. Eh ben ouais, mais il est pas loin des 400 kilos, hein. On va l'avancer. Vas-y. Et là, il est plus fixé, alors attention hein, quand même. Hein. Attention. Attention. Déplacer 400 kilos de chocolat sans rien casser, À 4, on peut le lever ou pas? c'est le moment que Jean-Luc redoute le plus. Ouais, doucement, doucement. Eh, c'est Obélix, hein. Bon, allez. On enlève le plastique ou pas? On le déballe. Attends. Je l'ai vu naître. Je l'ai vu naître, cet enfant. Bon, il y a un petit nion là. 2-3 traces, mais il n'y a pas de casse. Les traces, c'est rien. Ça passe là-bas, Jean-Luc? Il y a un truc qui va pas, là. C'est le trou qui va pas, là. Il est trop bas, là. Il est trop bas, c'est-à-dire il est trop bas? Le trou est plus bas que ça. Là, j'ai un système qui m'a servi de portage, mais en même temps, qui sert à maintenir le menhir, qui rentre dedans. Et là, je constate que le trou n'est pas en face, quoi. On le met dessus. C'est bon? Attention, il appuie dessus. Hein. Attention à la main. Hein. Attention à la main. Lève. Il y a sa main, là. Il y a sa main, là. Non, c'est pas bon. Eh, Jean-Luc, Jean-Luc. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Ah, bah regarde, tu l'as touché. Ah, normalement, il touchait pas. Bon, attends. Ramène la palette, là. Parce que là, c'est la main qui trinque, là. Vas-y, c'est pas grave, la barre, elle va se tordre. Oh là, tu vas me casser la main, là. Arrête. Non, mais on casse la main, là. Putain. Attends. Ah non, là, ça va pas du tout, là. 2 doigts de casser. Là, on voit bien, là. Il a fissuré, là. Donc, fissuré là, cassé là, ça veut dire que ça a forcé. Il faut que je répare ce bras, là. Jean-Luc, la pointe, elle est légèrement inclinée. Oui, mais c'est la palette qui doit bouger. Voilà, nickel, bouge plus. Là, il est parfait, là. Enfin, je respire. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, c'était le menhir. Et je ne pensais pas à lui, en plus. Alors après, il y a Astérix à mettre à côté. Enfin, il n'est pas trop lourd. Non, ça va. Ah ouais. Voilà. Attention. Le dernier personnage. Ah, mon bébé. Tiens, c'est de l'or. Tout en chocolat blanc et 1,5 kg. Voilà. Quel plaisir, hein, de les voir tous rassemblés, là. Après 4 mois passés ensemble, ben voilà, je me sépare de mes enfants, quoi. C'est dur. Ils sont attachants et je me suis attaché. À un moment donné, il faut les laisser partir. C'est comme les enfants. 19h, il est temps de couper le cordon. Le salon ouvre officiellement ses portes. En quelques minutes, une foule de curieux se rue sur le stand de Jean-Luc. C'est vraiment extraordinaire, c'est un travail fou. Mes enfants ne voulaient pas me croire que c'était des sculptures en chocolat. Ils sont où, ces enfants? Là. Qui croyait pas? Oui, j'ai bien dit. Qu'est-ce que dirait votre père et votre grand-père ce soir en vous voyant là? Ah là là. Faut pas me le dire. Enfin, il de me le dire, ça... Il serait tellement content, mon père. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il m'a transmis ça. La première sculpture que j'ai faite, très très grande, elle faisait 5 mètres, c'était en 89 pour le bicentenaire de la Révolution. Et là, il est venu avec ma mère. Ils sont venus tous les deux. Et ils ont vu ça, ils étaient ravis, quoi.
Et après, il m'a suivi jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il est parti trop tôt. À la sienne. Tout va bien? Je suis sur un nuage ce soir, là. Ah, voilà. Alors là, c'est quelque chose. Oh, puis Astérix en plus. Il y a toute la famille. Et les clones. Il est content, Obélix, hein. Il se trouve très bien. Oui. Très beau, là. Pour le sculpteur, ce soir, c'est une consécration. À Besançon, Chloé espère elle aussi une consécration. Hier, elle a réussi les premières épreuves du concours du meilleur jeune chef d'orchestre. La promesse, tu la tiendras. Elle a été tirée au sort pour diriger l'opéra de Carmen. Si elle réussit cette épreuve, elle sera qualifiée pour les demi-finales. Attention à la tête, à différents endroits. Ah ouais. Notamment ici et ici. Ah oui, disons que ça descend pas, disons. On est vraiment dans la fosse. Mais elle est basse, la fosse. C'est la première fosse d'orchestre au monde à Besançon. Ah bon? Ouais. Ça va? J'ai envie de bien faire, donc je vais bien diriger et j'ai le stress énergie. Je suis stressée, mais positivement. Donc, Bonjour, Chloé von Soderstede, France. juste le début sans la flûte. Et beaucoup moins. Et sur la touche. Ah. C'est la toute première fois que Chloé dirige un opéra. Une épreuve qu'elle redoute. Merci, merci. Quand vous dites oui, alors oui, mais toute seule on s'ennuie. Et les vrais plaisirs sont à deux. Un petit peu plus de différents, de timbre et de fun. Presque chuchoter ou parler. Et... ouais. J'aimerais dire je l'aimerais. Et moi ici. Merci. Merci. Je sais pas ce qu'ils pensent, donc pour moi ça sert à rien d'anticiper. Je suis pas 100% contente. Hier j'étais très contente, mais j'ai pas perdu encore. Il faut attendre. J'ai toujours mon idée de devenir grande chef, hein. Donc on reste positive. Chloé devra patienter toute la journée, la boule au ventre. Ça n'est qu'à 23h que les résultats sont annoncés. Ça va? Ouais. Moi aussi, je suis mort. Ouais, mais pardon, on s'est déjà vu. Ouais, mais bon, on a envie de s'embrasser. Ouais. Avec le stress. Ouais, là, je le sens moyen, très moyen même. Allez. Si Chloé est sélectionnée pour les demi-finales, alors elle sera mise en relation avec des agents d'artistes. Un tremplin pour diriger des orchestres aux 4 coins du monde. Et le dernier, Monsieur Jacob. Hélas, l'aventure s'arrête là pour Chloé. Ils n'ont pas pris de femme. Je savais que j'avais pas fait le meilleur que ce que je pouvais faire, mais c'est pas la fin de ma vie. Donc je le positivise aussi. Voilà, je suis pas allée plus loin, mais ça continue. Et bien sûr, c'est décevant, mais j'ai plein de trucs à apprendre et je suis jeune et voilà. Pour comprendre la raison de son élimination, Chloé interroge l'un des membres du jury. En fait, vous avez vraiment beaucoup parlé, alors vous auriez, je pense, plus dû faire. Ouais, voilà. okay. Donc c'est vrai que votre approche, elle était top, mais là, il faut juste être efficace et parler trop, en fait, ça tue. Mais en fait, je pense que finalement, quand on parle la langue du pays et de l'orchestre, on est pénalisé. On a tendance à vouloir trop parler. Mais sinon, c'est super ce que vous faites. Bon, merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Ok. Et ben voilà. Et voilà. Ça va? Ouais, ça va. Bon, allez. C'est bon, donc, tu peux être fière. Oui, vraiment un bon parcours, félicitations. Ouais, merci. Chloé est déçue, mais demain, une rencontre inattendue pourrait donner un nouvel essor à sa carrière. Alors que Chloé vient assister aux prestations des finalistes, un homme l'interpelle. C'est l'agent artistique du gagnant de l'an passé.
Je vous ai vu jouer hier avec l'orchestre. Oui, oui. Je suis triste de ne pas être allée en demi-finale. L'un des membres du jury m'a dit que j'avais sans doute un petit peu trop parlé. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que vous parliez trop. Ok, merci. J'ai noté que vous parliez très bien anglais. Oui. Si vous veniez au Japon, Oui. vous vous sentiriez capable de diriger un orchestre en anglais? En anglais? Oui, bien sûr, oui, oui. On pourrait peut-être rester en contact? Je vous laisse ma carte. Ah, merci. Merci beaucoup. Cette rencontre est inespérée pour Chloé. Seuls les finalistes avaient normalement la chance d'obtenir un rendez-vous avec un agent. Passez une bonne journée. À bientôt. C'est super parce que moi, il m'a dit je vous aurais mis en demi-finale parce que c'était très intéressant, votre gestique est très claire, restez en contact avec moi, je suis très contente. Et cette carte est très précieuse. On y va? Depuis ce concours, la carrière de Chloé décolle. Elle a déjà signé des contrats avec les orchestres de Lille, d'Amsterdam et peut-être bientôt de Tokyo. À Laesa, en Sicile, Vincent l'archéologue rêverait de faire la découverte que tout le monde attend. Mais la mission archéologique s'achève demain. Adrien, est-ce que vous pourriez venir avec une bouteille d'eau et un coca? Coca? Allez, l'école du Louvre, là. Bon, allez. Chaque secteur est un petit peu contrôlé par un étudiant qui est un petit peu plus expérimenté. Et pour le secteur du théâtre, donc c'est Théo, qui a patiemment descendu strate après strate. Alors, chaque étiquette évoque une époque différente, sachant que plus on est profond, plus on arrive à une époque donc plus ancienne. Et là, on est parti du sommet et on est à combien de mètres? Un peu plus de 3 mètres. Voilà, donc 3 mètres de terre, de blocs, très compact. On les a vus piocher. C'est un très gros travail d'équipe, très physique. Mais fatigué? Fatigué, on commence au bout de 3 semaines. 3 semaines d'un chantier éreintant pour trouver la preuve de l'existence du théâtre. Et justement, coup de théâtre le dernier jour. Sous le coup des pioches, la terre commence à durcir. Ah oui, bien, bien. Bien joué. Ah bah génial. Ah bah voilà. Waouh, superbe. Ah oui, bien descendu là. Bravo, calme-le. Là, ça a l'air assez clair, ça a l'air de se confirmer. On aurait une première marche, un premier gradin en tout cas, un peu abîmé avec son revêtement de béton. Et là, une surface plane qui peut pas être naturelle. C'est le rocher, mais ça peut pas être naturel. De toute évidence, ça a été écrété volontairement. Et ça plonge à nouveau. Donc là, ça nous ferait déjà au moins deux gradins. Un troisième probable, juste en dessous. Donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je crois qu'on peut faire chauffer un peu la cheminée. Donc on a 4 gradins, on a la taille en gradin, et puis l'orientation vers la pente. Donc ces 4 éléments, avec l'orientation, font que oui, voilà, il y avait quelque chose ici et que ça suit quand même la pente. Bon, il va falloir étendre en direction de l'orchestra. Donc ça sent très bon. Bon, et ben on rebouche. C'est champagne. Bravo, bravo, bravo. Ah là là là, Carmelo. Bravo, Carmelo. Pauvre Carmelo. Il n'y a plus aucun doute, Touza avait bien un théâtre. Ça fait quand même plus de 3 semaines qu'on est là, qu'on fouille, strate après strate. Donc oui, c'est une grande satisfaction de ne pas partir en se disant est-ce qu'il y avait ou est-ce qu'il n'y avait pas, en fait. C'est ça le problème. Mais là, on a vraiment une confirmation. Notre trésor. Voilà, nos trésors, nos modestes trésors. Mais après, il faut imaginer, voilà, des gradins, des spectateurs, des acteurs, des applaudissements, une vie, voilà. Et c'est aussi ça. Mais on entend déjà les applaudissements. Ce soir, c'est la fête que l'on entend au village. Angelo le maire veut saluer le travail des archéologues français. Ce théâtre, j'y crois depuis que je vais à l'école. Parce que quand j'étais petit, j'ai lu ce livre qui parlait du théâtre d'Alaesa. Et cet endroit, je savais que mes Indiana Jones allaient le trouver.
Il réalise mon rêve en trouvant ce théâtre et en faisant de Touza un pôle touristique archéologique de premier plan. D'ailleurs, le simple fait qu'il soit là, ça attire déjà des touristes ici. C'est bien pour la Sicile, mais aussi pour toute l'Italie. Vincent se projette déjà. Dans un an, il reviendra avec une armée d'archéologues pour déblayer le site et redonner vie au théâtre, resté trop longtemps enfoui. On se retrouve dans un instant. Nous répondrons à l'appel de l'Andalousie, à la frontière de l'Europe et de l'Afrique. Cette région d'Espagne a séduit bon nombre de Français partis s'y installer. A tout de suite.